Lorsque nous contemplons les grandes pyramides d'Égypte, notre esprit est immédiatement orienté vers les grands pharaons de la 4e dynastie. On nous apprend dans les manuels scolaires que ces colossales structures de calcaire et de granit furent érigées par des milliers d'hommes utilisant des cordes, des rampes de sable et des outils de bronze ou de cuivre. C'est un récit linéaire, net et largement admis. Pourtant, lorsque nous nous approchons de la roche nue et observons les détails oubliés au pied du plateau de Gizeh, cette histoire commence à révéler de profondes fissures. Dissimulées sous l'immensité des monuments, il existe des marques géométriques précises qui défient la logique du ciseau et du marteau de pierre. Des sillons profonds, des coupes parfaitement rectilignes et des perforations tubulaires qui pénètrent le granit rose le plus dur, avec une régularité millimétrique. Ce que nous nous apprêtons à analyser n'est pas une théorie abstraite, mais bien une preuve physique, brute et visible. Si les outils documentés de l'Égypte ancienne étaient incapables de produire de telles marques dans la roche, qui a réellement œuvré sur le plateau de Gizeh, et quand ces marques ont-elles véritablement été laissées? Pour comprendre l'ampleur de ce problème technique, nous devons écarter un instant les mythes et nous concentrer sur la géologie. Le granit rose d'Assouan, utilisé dans les blocs internes de la Grande Pyramide et dans les temples adjacents, possède une teneur élevée en quartz. Sur l'échelle de dureté minérale de Mohs, où le diamant occupe le sommet avec la note 10, le granit d'Assouan atteint la marque de 7. Le cuivre, métal prédominamment utilisé par les artisans égyptiens de cette époque, n'enregistre que 3 sur cette même échelle. Une loi fondamentale de la physique et de l'ingénierie dicte qu'un outil plus tendre ne peut couper de façon systématique et précise un matériau considérablement plus dur sans s'user presque instantanément. L'explication traditionnelle suggère que les anciens travailleurs utilisaient du sable de quartz comme abrasif sous des lames de cuivre pour scier la roche. Une opération théoriquement possible, mais qui exigerait un temps monumental et engendrerait une usure incommensurable. Le point le plus intrigant, cependant, surgit lorsque nous examinons la vitesse et la géométrie des coupes qui subsistent sur le site. Nous ne sommes pas face à des surfaces usées par une friction lente et irrégulière, mais bien face à des marques qui présentent une régularité chirurgicale. La preuve la plus accablante de cette anomalie technique n'est pas cachée à l'intérieur d'une chambre secrète, mais exposée à l'air libre, bien souvent ignorée par les milliers de touristes qui visitent le complexe quotidiennement. Près de la base de la Grande Pyramide reposent des blocs de basalte noir et de granit qui préservent les témoignages d'une technologie inconnue. Sur certains de ces blocs, il est possible d'observer des marques circulaires concentriques parfaites, identiques à celles laissées par les scies rotatives modernes à haute vitesse. L'égyptologue britannique Flinders Petrie, l'un des pères de l'archéologie moderne et connu pour sa rigueur scientifique absolue, a analysé en détail ces marques à la fin du XIXe siècle. Petrie a identifié des perforations tubulaires dans le granit, où la spirale de la coupe progresse dans la roche avec un pas constant et profond. Imaginez un forêt qui pénètre l'une des pierres les plus dures de la planète, non pas millimètre par millimètre après des jours d'effort, mais avançant avec une pression et une vitesse qui laissent des sillons réguliers à chaque rotation. Pour obtenir ce motif visuel avec des outils manuels et des abrasifs libres, il faudrait une force verticale et une constance que les ingénieurs mécaniciens modernes considèrent comme extrêmement difficiles à reproduire sans machinerie industrielle, lourde. Le problème fondamental est que l'explication courante laisse une question cruciale en suspens. Si nous acceptons que tout ce travail a été exécuté exclusivement au moyen de frictions manuelles et de scies de cuivre sans dents, le motif des marques devrait être irrégulier, avec des variations visibles causées par le changement naturel de la force humaine et par la perte constante du matériau abrasif. Pourtant, ce que révèlent les examens macroscopiques est une précision stricte. Sur plusieurs fragments de granit éparpillés à travers Gizeh,
Les sillons conservent la même profondeur et le même écartement tout au long du parcours de la coupe. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. Lorsque nous analysons les coins internes des dénommés caisses ou sarcophages de granit, comme celui qui se trouve à l'intérieur de la chambre du roi, nous nous heurtons à des angles droits parfaits où les faces internes se rejoignent. Creuser l'intérieur d'un bloc de granit massif en laissant les coins parfaitement droits et les surfaces polies avec des écarts inférieurs à l'épaisseur d'un cheveu est une tâche qui, aujourd'hui, exige des fraiseuses à commande numérique par ordinateur. Affirmer que de tels résultats ont été obtenus en frappant simplement des pierres de diorite contre le granit, c'est ignorer la physique des matériaux impliqués. Face à ces incohérences physiques brutes, la communauté des chercheurs se divise en différents courants interprétatifs. L'hypothèse la plus conservatrice et académique soutient que l'ingénierie dynastique possédait une patience infinie et une organisation sociale si vaste qu'elle permettait à des générations d'ouvriers de polir et de tailler les blocs au moyen de méthodes empiriques rudimentaires, dont les détails techniques exacts se sont simplement perdus dans le temps. D'autre part, une interprétation possible, défendue par des ingénieurs et des chercheurs indépendants, suggère que le plateau de Gizeh fut le théâtre d'une phase de construction bien plus ancienne. Selon cette perspective, les pharaons de la 4e dynastie auraient trouvé, nettoyé et hérité de structures mégalithiques déjà existantes, vestiges laissés par une culture antérieure qui détenait une maîtrise de la métallurgie et de la mécanique bien supérieure à ce que l'histoire officielle attribue à cette époque. Cette hypothèse ne prouve pas l'existence de technologies de science-fiction, mais elle soulève une question importante. Serait-il possible que la chronologie de l'Égypte ancienne soit bien plus complexe et que nous mélangions les travaux de deux ères complètement distinctes sur la même ligne du temps? Pour comprendre pourquoi cela importe, nous devons nous pencher sur un détail presque toujours oublié et qui obtient rarement une mise en avant dans les documentaires traditionnels. Il s'agit des marques de rebut ou des blocs d'essai abandonnés dans les carrières adjacentes. Sur certaines de ces surfaces rocheuses, il existe des rainures verticales profondes qui semblent avoir été faites par un instrument qui coupait la roche comme si elle était partiellement ramollie ou malléable. Il n'y a pas de marque d'impact de ciseaux. Il n'y a pas de fractures irrégulières dans la pierre qui indiqueraient l'usage de coins de bois mouillés pour fendre le bloc. Ce que nous voyons est une ligne continue, fluide et nette. Ce détail visuel spécifique, où la roche semble avoir été coupée de façon continue par une lame géante à haute pression, suggère que le véritable mystère ne réside pas dans la taille des blocs qui ont été déplacés, mais bien dans la sophistication microscopique de la manière dont ils furent façonnés avant le transport. Le point donc le plus dérangeant de toute cette investigation est que les marques sur la roche de Gizeh demeurent là, immuables, défiant les explications simplistes. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'expertise technique démontrée dans ces monuments dépasse l'usage d'outils primitifs de cuivre. Une telle constatation nous oblige à accepter que la vision classique du passé puisse être incomplète et qu'une ingénierie d'une très haute précision est œuvrée sur les rives du Nil bien avant ce que les registres écrits prétendent documenter. Ce même schéma de mystère et d'impossibilité technique apparaît dans une autre énigme qui défie elle aussi notre lecture du passé. Des structures anciennes qui paraissent de simples ruines, mais qui gardent des accès interdits et des secrets d'ingénierie plus grands encore. Dans diverses parties du monde, il existe des accès de pierres millénaires scellés depuis des siècles qui protègent ce qui reste de ces civilisations oubliées. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces structures infranchissables que les autorités archéologiques évitent d'ouvrir?